débuter par ces dates qui sont à la fois froides, comme toute date, surtout pour celle qui voit la disparition d'Yves Klein jeune, à 34 ans, et pour Pierre Soulages, bien évidemment, tout le monde le sait, la date de 1919, puisque nous sommes dans l'année du centenaire du grand peintre. Ces deux dates m'ont fait penser, puisque je réside au Japon et que je travaille beaucoup sur la relation qu'entretiennent les Occidentaux au Japon, ces deux dates m'ont fait penser à la fois à ce qui au Japon est fréquent, ou était fréquent à une certaine époque, c'est-à-dire la mort dans la fleur de l'âge, dans la jeunesse, avec bien évidemment des morts dites héroïques, parfois forcées, notamment pendant les guerres, mais cette vie courte, 34 ans pour Klein, et qui peut faire penser à des vies courtes, des vies brisées au Japon. Et à l'inverse, le Japon n'est pas que le pays du seppuku, du harakiri, ou de la mort violente, ou de la mort prématurée, c'est aussi le pays des centenaires. C'est le pays où on vit le plus vieux. C'est le pays, bien sûr, qui vieillit, mais ce pays des centenaires, finalement, rejoint tout à fait cette année ce qui arrive à notre centenaire, à nous. Alors, ce saut dans le vide exprime aussi chez Yves Klein une sorte de course en avant, comme s'il y avait chez lui une fureur de vivre, sans connaître la fin tragique, ou en tout cas la fin prématurée de son existence. Ce saut dans le vide, bien sûr, est une photomontage, mais elle m'a fait penser à quelque chose qu'il a peut-être lu ou entendu au Japon, qui était une tradition de se jeter dans le vide, tradition qui correspond à ce temple, le temple de Kiyomizu-dera, où les personnes, pour avoir une longue vie, c'était un paradoxe, se jeter du haut de la terrasse de ce temple, temple qui a été visité par les Soulages et photographié par Colette Soulages, et qui était, alors ça ne semble pas évident comme ça, mais qui était souvent miraculeusement indemne à l'arrivée, puisque retenu par l'épais feuillage des arbres qui étaient devant le temple. Là, la photo a été prise en janvier. À l'époque, de toute façon, des Soulages, en 58, on ne sautait plus déjà depuis la terrasse, donc il valait mieux sauter en été. C'était entre le pari et puis l'impression de pouvoir finalement défier la mort et de pouvoir continuer à vivre plus longtemps. Alors, je répète, Yves Klein n'a peut-être pas entendu parler de cette histoire, ou au contraire, en a-t-il entendu parler, mais pour revenir à Pierre Soulages, notre centenaire, donc, on a ici ce très beau portrait qui a été fait de lui l'an dernier par un photographe japonais, et qui illustre effectivement toute la vigueur encore des gens qui ont 100 ans, voire plus, puisque au Japon, il est une calligraphe, Shinoda Toko, qui a 106 ans et qui continue de peindre, qui continue de calligraphier. Alors, si on voulait faire une comparaison, Pierre Soulages, finalement, qui a commencé par peindre des arbres, entre autres, a peut-être cette longévité. On sait très bien que les arbres nous survivent, à condition de ne pas altérer leur vie, mais on pourrait comparer Pierre Soulages à un arbre sans feuilles, un arbre noir, aux différentes branches, et finalement un homme qui se tient droit à tous les sens du terme, et un homme qui, quelle que soit la saison, produit, ce qui n'est pas le cas pour l'arbre. Alors, pour le lien direct entre Klein et Soulages, on a cette photographie que vous avez vue, Réveillon de Noël en 1949, chez Hartung. Yves Klein est au premier rang, ou au deuxième à droite, et puis Pierre Soulages est le troisième en partant de cette dame assise, qui est une tante de la famille. Et donc, finalement, entre ces deux hommes, on a toujours l'impression que Klein est très jeune par rapport à Soulages, mais il n'y a guère que 9 ans qui séparent les deux hommes. Mais enfin, pour Soulages, Klein restera toujours le petit Klein. Parce que Klein, en fait, c'est une famille d'artistes, avec Fred Klein, peintre, figuratif, néerlandais, et puis son épouse, qui est Marie Raymond, qui a gardé son nom de jeune fille comme artiste. Et c'est surtout Marie Raymond que Pierre a fréquenté, et surtout il a apprécié le travail de peinture, le style très abstrait de Marie Raymond. Et bien évidemment, dans cette famille d'artistes, la réaction du jeune Klein était plutôt de se tourner vers autre chose. Il y avait une saturation par moment de cet art à la maison, de cet art permanent. Il est allé, on le sait, et on le verra un peu plus tard, vers le judo, vers le sport. Marie Raymond, vous avez derrière elle une œuvre,
donc abstraite. Et c'est une femme qui était appelée à un moment la Berthe Morisot de l'art abstrait, qui a percé dans les années 50 et ensuite qui malheureusement a été moins mise en avant. Je veux voir aussi là peut-être une domination encore assez masculine de ce milieu de l'art dans les années 50-60 et ce n'est malheureusement pas toujours fini. On retrouve les Soulages, non, Pierre Soulages et Marie Raymond dans la même galerie en 50. On sait qu'en plus, 50, c'est vraiment le début de la carrière de Pierre Soulages. Finalement, Marie Raymond était un peu en avance sur Pierre, c'est une question d'âge aussi. Et là, on les retrouve avec notamment Schneider, qui est un peintre suisse qui va être naturalisé français, qui était sur la photographie, qui faisait partie de ce fameux réveillon de 49, tout comme on retrouve Hartung dans cette liste d'artistes exposés. C'est une exposition collective, donc le jeune Klein a sans doute bien sûr participé au vernissage. Et 50, c'est un an avant la première œuvre exposée par Soulages au Salon de mai au Japon. Et parmi les œuvres sélectionnées, alors Soulages ne s'est pas rendu au Japon en 51, mais son œuvre est partie à sa place. Et une autre œuvre de Marie Raymond a été sélectionnée. Vous la voyez ici. Et dans le catalogue, celle de Marie Raymond était représentée en couleur et, comme c'est souvent le cas pour Soulages, la sienne était en noir et blanc. Ce qui est toujours dommage parce qu'en fait, c'est une œuvre qui n'est pas que en noir et blanc. La voilà et elle est dans le musée, donc vous pouvez voir qu'il y a bien sûr des nuances qui ne ressortent pas forcément beaucoup ici sur l'écran, mais c'est en tout cas un voisinage des deux amis dans cette exposition, non seulement de Tokyo, mais dans tout le Japon. Alors pour revenir à Yves Klein, on l'a ici en photographie avec son grand camarade Claude Pascal, à Nice dans les années 48, et on sait qu'avec le peintre Armand, Klein va se tourner vers cette pratique du judo. On le voit ici au centre, au dernier rang de cette équipe de jeunes judokas. Et à l'époque, son rêve, c'est d'aller au Japon. Avec Armand, avec Claude Pascal, ils avaient prévu d'y aller tous les trois, puis finalement, seul Klein pourra s'y rendre. Il faut dire qu'à l'époque, les voyages coûtaient cher, surtout celui au Japon, et pour ce projet d'expatriation qui a duré 1 an et demi, moins de 2 ans en tout cas, de Klein au Japon, il a une tante généreuse qui l'a beaucoup aidé. Si on veut faire la comparaison entre ce rêve d'aller au Japon, et on sait que d'autres peintres l'ont eu, quand on lit cette phrase de Soulages sur le Japon, que lui évoque cette vision de Sète, eh bien on pense bien évidemment à Van Gogh et à tous ces peintres impressionnistes qui n'avaient pas le sou pour se rendre au Japon, mais qui finalement faisaient le voyage à travers la plupart du temps les estampes ou les objets d'art qu'ils pouvaient voir à l'hôtel Drouot chez de grands collectionneurs. Alors Pierre Soulages, lui, réalisera je ne sais pas si on peut dire le rêve d'aller au Japon, mais en tout cas la forte volonté de se rendre dans ce pays et dans d'autres pays d'Asie ou d'Amérique, qui réalisera ce rêve en 1958, tandis que Klein le réalisera en 1952. Pour ce qui est de Soulages, c'est un Japon beaucoup plus minéral, celui du jardin des pierres, des jardins de pierre, des jardins secs, qui l'intéressait beaucoup. C'est le Japon de la nature, c'est le Japon de l'architecture, c'est le Japon aussi des arts traditionnels. On sait que pour Klein, c'était le Japon du sport, le Japon du judo qui l'attirait principalement. Alors pour revenir à Klein, le voici en 1953, donc 5 ans avant Soulages, ici à Osaka, posant devant un château. Et le voilà en judoka. Alors derrière, ce n'est pas encore un monochrome. Et voilà ce livre aussi qui, du reste, est en vente à la librairie du musée, sur les fondements du judo. Et c'est un jeune garçon curieux, ambitieux, qui va faire donc œuvre utile en apprenant au public occidental le secret des katas et des différentes façons de mieux pratiquer le judo, puisqu'il considère que finalement le judo à la française est très éloigné, et il a raison, de la rigueur des codes japonais. Alors,
C'est un fils qui écrit beaucoup à sa famille. J'ai eu l'occasion de travailler dans les archives Klein et ces photographies sont issues de ces archives. Et il envoie ou offre au retour de son expatriation au Japon, c'est classique, mais en même temps ça mérite d'être montré, il offre un kimono à sa mère. Ce qui est impressionnant, c'est la façon de le porter, puisque c'est vraiment bien mis, bien porté. Donc peut-être d'autres collaborations japonaises sont intervenues. Et ne serait-ce que se faire photographier devant des arbres, on a là vraiment une image très japonaise, même plus japonisante, de Marie-Raymond, peut-être prise par son fils. Voilà d'autres photographies de Marie-Raymond en kimono. Alors c'est un classique, en tout cas chez les voyageurs de la fin du 19e ou chez les admirateurs du Japon, que de s'habiller en kimono, que de japoniser un peu, certains disent parfois de japoniaiser. Chez les Soulages, on ne trouve pas cela, on ne trouve pas de Colette en kimono, ni de Pierre en yukata. On ne tombe pas, on dirait, dans l'exotisme facile. Alors pour ce qui est des Klein, ils ont aussi, alors du couple Klein, ils ont aussi fréquenté les Japonais de Paris et l'avant-garde intellectuelle et artistique, puisque Marie-Raymond a eu quelques-unes de ses œuvres reproduites dans des revues japonaises. Les voilà à l'ambassade du Japon à Paris. Et c'est donc en 1954 que le fils prodigue rentre en France, et il va très vite faire deux choses. À la fois tenter une carrière de directeur sportif en Espagne, ça ne va pas très bien se passer, il va revenir à Paris, il va sortir le livre que je vous ai montré tout à l'heure, il va essayer de faire reconnaître sa ceinture noire 4e dan par la Fédération française du judo qui ne voudra pas, mais lui sera diplômé du Kodokan et bénéficiera quand même de cette reconnaissance de son haut niveau, de son très haut niveau de judo. Par contre, le mystère, c'est ce qu'il a pu faire pendant cette année et demie au Japon d'un point de vue artistique, puisqu'on a très peu de sources le montrant artiste, ce qu'il n'est pas encore officiellement, même si dans sa biographie plus tard, il dira avoir fait à Londres, quelques années avant d'aller au Japon, et puis durant ces années 52-54, il dira avoir fait des expériences de monochrome au Japon. Alors parfois pour lui tout est monochrome, un tatami ça devient monochrome, et effectivement l'espace rectangulaire que l'on voit sur les sols japonais, les sols intérieurs japonais, peuvent faire penser à des monochromes. Plus tard il parlera bien sûr de ces anthropométries et des traces que les hommes, puisque c'était surtout les hommes qui pratiquaient le judo, que les hommes peuvent laisser sur le sol, et donc une empreinte qui l'aurait inspiré. Mais on verra que pour les anthropométries, il y a des influences japonaises assez importantes. Alors là, quand il rentre en 55, il y a cette... il rentre en 54, jusqu'en 55, finalement, il s'aperçoit que ça va être très difficile de percer dans le monde du judo comme professeur de judo. Il voulait créer du reste une école de judo, mais il y a eu un déclic chez lui pour se tourner vers les arts, mais pas les arts de papa et maman, à tous les sens du terme, mais un art, je dirais, d'avant-garde, et qu'il veut vraiment créer. Alors, il va donner à la Sorbonne une conférence importante en juin 55, où il va, en même temps qu'il commence à expliquer sa théorie de l'art, il va en public réaliser ce qu'on peut appeler une performance artistique, c'est-à-dire ce que vous voyez là sous vos yeux, des œuvres alors qui sont très inspirées, pour celles du centre en tout cas, par Hartung, pour ceux qui peuvent faire le rapprochement. Les autres, ça serait beaucoup dire que c'est du Soulages, mais surtout qu'à cette époque-là, Soulages n'en est pas encore à presque noircir la toile dans son entier. Mais il est évident que c'est un jeune garçon qui se cherche, et à cette époque, nombreux sont les artistes à s'essayer au noir, avec plus ou moins de réussite. Schneider, dont j'ai parlé tout à l'heure, a aussi beaucoup œuvré en noir, mais on sait que c'est Soulages qui a patiemment et durant plusieurs décennies travaillé cette couleur. Pour Klein, c'est vraiment, je dirais, le temps d'une démonstration. Alors ce qu'il a rapporté du Japon dans le domaine de l'art, c'est sans doute la pratique de la création au sol. Par rapport à la peinture occidentale sur chevalet, les calligraphes et même certains peintres japonais, à condition que ce ne soient pas des peintres japonais, pratiquent la création à l'horizontale en posant donc une feuille de papier au sol et en œuvrant ainsi.
Et il va, dans beaucoup d'œuvres, travailler de cette façon-là, bien sûr pour les anthropométries, même si certaines sont aussi verticales. Et là, on voit un Soulages qui, lui aussi, pour ses grands tableaux, travaille à plat. Ce qui permet aussi d'éviter les coulures de peinture, même si parfois elles peuvent être recherchées, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence pour Soulages. On peut aussi faire le rapprochement avec Pierre Alechinsky, qui, en revenant d'un voyage au Japon en 1955, a été sans doute le premier, avec le chinois Wallasting, qui était son ami, à pratiquer une forme de calligraphie, mais en tout cas une forme de travail à l'encre au sol. Et il y a 3 jours, j'étais à Paris dans l'atelier de Pierre Alechinsky en échangeant avec lui sur son rapport au Japon, et notamment sur les contacts qu'il avait pu avoir sur place. Et dès 1952, mais pas comme artiste, je l'ai dit, Alechinsky, lui, se rend là-bas, avec ce titre d'artiste, en plus en ayant correspondu avec des calligraphes, avec des artistes japonais, et en revenant du Japon avec un film sur la calligraphie, mais pas sur seulement la calligraphie traditionnelle japonaise, mais sur la calligraphie d'avant-garde. Et c'est un film très intéressant puisqu'il montre les grands noms de la calligraphie japonaise qu'il avait su non seulement détecter depuis Paris, mais ensuite rencontrer et filmer. Autre influence possible sur le jeune Klein, c'est ce que l'on voit ici, une scène assez onirique où il jette des feuilles d'or dans la Seine en 1959. Et puis il y a une attestation comme quoi on a participé à cet acte artistique, on l'a surtout cofinancé, puisque c'est un garçon qui a besoin de financer ses expériences, mais il a des collectionneurs, des mécènes qui l'entourent. Et cette pratique-là, en fait, existe au Japon, puisque un certain Ogata Korin, qui est un artiste très... Puis il y a une attestation comme quoi on a participé à cet acte artistique, on l'a surtout cofinancé, puisque c'est un garçon qui a besoin de financer ses expériences, mais il a des collectionneurs, des mécènes qui l'entourent. Et cette pratique-là, en fait, existe au Japon, puisque un certain Ogata Korin, qui est un artiste très, très connu, a aussi, lors de banquets somptueux, pour ses amis, fait couler des feuilles d'or sur la rivière au bord de laquelle ses convives banquetaient. Et peut-être que Klein n'a pas entendu cette histoire, peut-être lui en a-t-on parlé. Toujours est-il que le rapprochement est intéressant à faire, puisque la feuille d'or est quelque chose que l'on trouve au Japon, on verra dans quel autre cadre, mais on n'oublie pas que Klein a eu un stage chez un doreur à Londres et qu'il a pu aussi apprécier l'or et la façon de le travailler. On sait même que des pâtissiers en mettent dans leur création. Il paraît aussi que c'est très bon pour la santé, moins pour le porte-monnaie, mais c'est en tout cas une pratique, la feuille d'or, qui a été celle de Klein dans les années 50 à Paris, et c'est sans doute le premier à le faire. Quand je dis le premier à le faire, parmi les artistes occidentaux, puisqu'en fait on avait dès les années 20-30 un Fujita qui, selon les commandes, faisait des fonds dorés comme des paravents, et ensuite pouvait faire des modèles de style occidental avec ce fameux blanc, mais on a quand même ce travail de la feuille d'or chez Fujita. Est-ce que Klein a connu Fujita? Sans doute pas. Est-ce qu'il a vu certaines de ses œuvres? C'est possible, mais en vivant au Japon, il ne pouvait bien sûr ne pas ignorer au moins cette présence de l'or dans beaucoup d'œuvres d'art japonaises. Alors je reviens ici à cette photographie, puisqu'on voit sur la chemise de Yves Klein, qui ici est à gauche, on voit des empreintes de mains et de pieds. Alors ça pourrait faire penser à des motifs soit surréalistes ou des motifs des années 40, puisqu'il y avait un courant qui utilisait ainsi ces motifs, mais on pourrait y voir deux choses. On pourrait y voir aussi ces mains que certains hommes préhistoriques ont apposées sur les parois des grottes, une forme de signature avec un pochoir. Ou alors, on peut y voir ce que les yokozuna, les sumotori, les lutteurs japonais faisaient assez souvent, c'est-à-dire mettre leurs mains ou leurs pieds sur des cartons, en signant après ce carton et finalement en montrant surtout quelle était la dimension de leurs mains ou de leurs pieds. Mais à cette époque, 1948, le jeune Klein ne s'est pas rendu au Japon, et je pense
tout de même peu probable qu'il ait eu connaissance de cette pratique des sumotori, mais c'est intéressant de voir qu'il est intéressé par justement la marque, l'empreinte d'une partie du corps, ici de 2 parties. Alors pour en venir aux anthropométries, on a ici une photographie d'une anthropométrie de 58 où il veut non pas que l'on voit certains éléments du corps du modèle, mais que le modèle finisse par recouvrir entièrement la toile de bleu, ce fameux bleu IKB. Mais on peut aussi en 55 voir qu'un artiste japonais, Kazuo Shiraga, a également utilisé son corps comme un pinceau, puisque c'est l'expression de Klein et de Restani, à savoir que ces jeunes femmes étaient des pinceaux vivants. Là, on a l'artiste directement qui met son empreinte, l'empreinte de son corps, sur de la boue. Et c'est lors d'un événement avec ensuite cette boue qui va sécher et qui va être une anthropométrie, sauf qu'elle sera en relief. Alors, on peut tout de même voir une différence avec Klein, puisque ce n'est pas Klein qui s'enduit de peinture, il fait faire cela à des modèles. Il estime que justement, il doit en tant qu'artiste contrôler l'acte créateur et ne pas être lui-même l'instrument de sa création. Chez Kazuo Shiraga, qui est un membre du groupe Gutai, et l'an dernier il y a eu une magnifique exposition ici de ce groupe artistique japonais, il a été connu, ce Shiraga, pour justement utiliser son corps, et dans d'autres œuvres, on a un Shiraga qui se suspendait à une corde et qui peignait avec ses pieds, ou avec d'autres parties de son corps, et qui ainsi donnait des toiles forcément empreintes de dynamisme, empreintes à tous les sens du terme. Là aussi, interrogation, il semble que le jeune Klein n'ait pas eu connaissance de ce mouvement artistique lors de son séjour au Japon, peut-être après, mais on est souvent dans l'oralité, et puis Klein fait partie de ces artistes qui ne veulent pas toujours reconnaître. L'art d'avant-garde, c'est un des avatars de ce que l'on a appelé la fureur de vivre. Et à ce titre, je citerai seulement cet autre artiste, près de Kyoto, qui se jette tout nu dans la boue et qui brasse la terre de son corps, qui imprime le sol de son corps. 3 points de suspension. Aucun de nos peintres informels occidentaux, même les plus fous de matière, n'est allé aussi loin dans cette voie. Alors, dans ce livre écrit en 57, publié en 59, il ne cite pas Klein. Je ne pense pas par méconnaissance, puisqu'il était très au fait de la scène parisienne artistique, mais oui, Klein, comme je l'ai dit, n'était pas un pinceau vivant, donc il n'était pas à comparer avec Shiraga qui allait le plus loin possible. Mais on sent bien dans ce qu'il écrit qu'il n'a finalement pas beaucoup de considération pour ce groupe Gutai, et du reste, il passera à côté lors de son voyage au Japon. Quand je dis à côté, c'est qu'il ne voudra pas les rencontrer, et Pierre Soulages ne rencontrera pas non plus les artistes de ce groupe en 58, tout simplement parce que ces performances artistiques, cette action painting n'intéresse pas tellement Pierre Soulages. Bien évidemment, Yves Klein, c'est tout à fait différent, puisqu'il va en faire, tout en essayant de se démarquer. Je vous lirai tout à l'heure un extrait où il, justement, ne veut pas être catalogué par la critique avec cette étiquette. Alors, autre influence possible, autre origine possible de l'anthropométrie de Klein au prisme du Japon, c'est ce que les Japonais pratiquent depuis très longtemps, les pêcheurs japonais en tout cas. Lorsqu'ils attrapent un poisson, ils l'enduisent d'encre et ensuite appliquent un papier sur le poisson. Et ça s'appelle donc un gyotaku. Et un critique japonais, Shinichi Segi, a prétendu, et on peut le croire, avoir eu avec Klein des discussions sur cette technique traditionnelle japonaise et avoir même plaisanté sur un jeu de mots, puisque gyotaku peut se lire à la française gyotaku, et si on le prononce à la française, gyotaku veut dire femme empreinte ou femme ancrée. Et cela aurait beaucoup amusé Klein. Peut-être l'idée de ces anthropométries féminines viendrait de là, de gyotaku à gyotaku. On a ici un autre exemple donc de cette pratique. On a des Japonais qui ont revendiqué, un peu en se référant à Shiraga Kazuo que nous avons vu tout à l'heure dans la boue, en revendiquant donc cette idée d'avoir aussi réalisé des anthropométries féminines. Alors là, c'est nyotaku, c'est encore autre chose, mais ça signifie de toute façon une femme empreinte, sont beaucoup plus tardives par rapport aux anthropométries de Klein. Mais
elles reproduisent finalement la démarche du français ou s'inscrivent dans une démarche traditionnelle japonaise. Voilà donc pour faire une comparaison entre ces œuvres. Là, bien évidemment, elles sont signées avec des commentaires de l'artiste, ce qui n'est pas le cas chez Klein. Alors, cette œuvre qui est actuellement exposée au musée Soulages, Helena, lorsque je l'ai vue il y a longtemps, elle ne m'a pas spécialement évoqué quelque chose de japonais, puis plus tard, ayant cette pratique de la vie au Japon, ayant observé certaines œuvres, j'ai pensé à un demi-cercle tel qu'on le pratique, le Hanso, qui est un cercle calligraphié par les moines japonais, qui à la fois exprime le vide, qui exprime l'ouverture, puisque ce cercle n'est pas fermé, et c'est un moyen pour à la fois méditer au-delà du trait et surtout après l'acte de création. Ça symbolise aussi le vide et le plein. Le plein à travers l'encre et puis le vide, qui est aussi important dans la création japonaise que le plein, car de toute façon il n'y a pas de plein s'il n'y a pas de vide. Et on peut aussi faire des comparaisons avec l'œuvre de Soulages où il y a dans le contraste entre le noir et d'autres couleurs eh bien, ce rapport entre le plein et le vide. Et ça me semblait intéressant de faire un rapprochement avec finalement ce demi-Hanso qu'il a fait réaliser à sa modèle Helena. Bien évidemment, d'autres voient une sirène ou tout simplement une forme de tétard, mais qu'importe, on a l'interprétation que l'on souhaite. J'essayais juste de lire cette œuvre avec le prisme japonais et éventuellement une influence japonaise sur l'inconscient ou le conscient artistique de Klein. Ce qui est beaucoup moins inconscient, c'est cette œuvre appelée Hiroshima, où ce sont des empreintes de corps et qui font penser bien évidemment à ce qui s'est passé dans la ville atomisée, puisqu'il y a certains endroits de la ville, des empreintes de corps, des gens qui étaient assis et qui ont été soufflés par l'explosion et dont le corps a littéralement fondu, disparu, en laissant juste une empreinte sur un mur. Après le largage du reste de la première bombe, il y a eu une pluie qui est devenue noire. L'expression d'ailleurs kuroame existe en japonais pour parler de cette pluie chargée de cendres et ô combien toxique pour ceux qui recevaient cette eau qu'ils pensaient au début être salvatrice. Sans aller peut-être sur des comparaisons aussi poussées, le Japon est le pays de la pluie. Il y a une saison des pluies importante et peut-être Klein a-t-il, à travers cette œuvre, Pluie bleue, penser aux estampes qu'il avait pu voir au Japon, puisque la façon de représenter la pluie dans les estampes est très simple. Ce sont ces lignes droites qui sont visibles. Bien évidemment, on ne voit jamais la pluie tomber ainsi, mais on peut peut-être voir dans cette œuvre Pluie bleue une réminiscence de l'admiration du jeune Klein pour les estampes japonaises. Alors Klein, ici, est en train de réaliser la vague. Bon, bien évidemment, c'est un Niçois qui a vu des vagues, enfin des vagues de Méditerranée qui n'ont jamais bien hautes. Et dans cette œuvre, la vague, qui est un monochrome en relief, qui est un prototype ici, on peut rapprocher au moins le titre, la vague, de la grande vague de Kanagawa en 1830, œuvre ô combien connue. Et avec un bleu qui, sans être le bleu Yves Klein, est un bleu qui a pu l'inspirer. Alors en parlant de bleu, je n'ai pas pris une photo du ciel du Japon en hiver, mais Claudel disait que le Japon était le pays où l'hiver correspond vraiment à quelque chose. Ce qui correspond aussi au Japon à quelque chose, c'est ces paravents d'or que l'on trouve dans beaucoup de lieux, peints ou au contraire complètement vides de toute représentation. On est là finalement dans des monochromes d'or. Et les monogold de Klein reprennent finalement cette pratique japonaise. Surtout, vous voyez, c'est carré, bien visible. Quant aux feuilles d'or qui, elles, sont en relief, on peut y voir une pratique, alors non pas tellement japonaise, mais plutôt une pratique bouddhique de l'Asie du Sud, où on met des feuilles d'or sur les statues du Bouddha, qui à la fin est non reconnaissable, en tout cas pour sa statue, et
sachant qu'il est passé en paquebot par toutes ces étapes du Sud, il a bien évidemment pu voir une telle pratique. Et puis sinon, moins exotique, son stage chez un encadreur et un doreur à Londres peut aussi avoir donné les idées de dorure chez Klein. Alors, vous avez vu dans l'exposition qu'il y a aussi tout un panneau avec différents monochromes, avec différentes couleurs. On peut aussi songer aux couleurs qui sanctionnent l'avancement dans le judo, de la couleur jaune, orange, etc. Peut-être y a-t-il aussi une influence de ce sport qu'il a quand même tant pratiqué. Je reviens ici à ces œuvres de Yves Klein d'un point de vue autre, qui est celui de la calligraphie, puisque nous allons petit à petit nous orienter vers la deuxième partie de ce que j'appelle une cliographie. Alors c'est sans doute l'influence de Klein, mais disons en première partie un propos, en deuxième partie une performance artistique autour de la calligraphie, mais on a là un idéogramme d'arbre tracé par Yves Klein en 1956. Il a appris les bases du japonais. Il aurait, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être réaliser des monochromes au Japon, mais on n'en a pas de traces photographiques. Je suis sur la piste d'une personne qui aurait pu connaître Yves Klein d'assez près et qui pourrait peut-être avoir conservé des documents ou pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi un ancien camarade de l'Institut français où Klein a donné pendant quelques mois des cours de français pour subvenir à ses besoins. Mais cette personne, grand historien d'art, et qu'il était déjà à l'époque de Klein, n'a jamais entendu parler d'œuvres d'art réalisées par Klein. Ça a été une surprise pour lui de découvrir ensuite le Yves Klein artiste, alors qu'il avait connu le Yves Klein judoka ou le Yves Klein professeur de français. Alors, si je fais le rapprochement, bien sûr, ici, un peu facile, mais entre l'arbre en forme d'idéogramme et puis là, l'arbre figuratif de Pierre Soulages, c'est parce que l'arbre, bien évidemment, même dans l'œuvre de Pierre Soulages, a une grande importance, et j'en viens rapidement aux influences de l'artiste. Il y a actuellement au musée Fenaille une exposition justement sur les influences diverses et variées qui ont pu nourrir l'œuvre du peintre. Il y a bien sûr ces menhirs, ces pierres sculptées. Il y a aussi cet art préhistorique dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a l'art roman. Tout cela se combinant finalement chez le jeune Soulages dans une expression absolument nouvelle, en tout cas en Occident, où on arrivait difficilement à interpréter ces signes, certains allant à la facilité de les intituler idéogrammes, ce qui n'en est absolument pas, puisque Soulages a toujours dit, et c'est juste ne pas avoir été influencé directement par la calligraphie japonaise. Mais en revenant un peu en arrière sur ce tableau, je trouve que la façon de représenter à l'arrière-plan des arbres ces murets qui séparent les champs, on a là déjà une forme d'écriture. Et si on enlève tous les éléments figuratifs du tableau et si on ne retient que ces lignes qui se croisent, pourquoi pas même ces arbres, même si les branches ne sont pas perpendiculaires, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont ces formes, ces lignes qui se croisaient dans les champs de l'Aveyron et qui sont finalement une forme d'écriture, mais une écriture que Soulages a été le seul à pratiquer ou à comprendre. Voilà donc d'autres brous de noix sur papier qui ont intrigué la critique à l'époque, qui continuent d'ailleurs à intriguer. Alors il y a eu des œuvres, mais qui ont repris cette architecture finalement. On peut aussi rapprocher ces lignes de l'architecture romane. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir qu'il pratiquait une forme de verticalité à la façon des calligraphes japonais ou chinois, en écrivant de haut en bas. Et là, on a l'impression d'avoir deux, voire trois, mais deux en tout cas, caractères, deux idéogrammes, qui bien évidemment n'en sont pas. Là, par contre, on en aurait au moins au centre un qui pourrait, ou deux, celui du dernier, de la dernière partie, qui pourrait faire penser à des idéogrammes. Mais finalement, Pierre Soulages pratiquait une écriture qui est universelle et qui, des grottes de la préhistoire en passant par d'autres civilisations, ont fait des traits verticaux, horizontaux, plus ou moins épais, qui se sont croisés. Et c'est une interprétation que je fais là, en rapprochant cela de la calligraphie, mais lui-même dit qu'il y a des coïncidences dans la vie et qu'on peut donner ensuite tous les sens que l'on veut à sa peinture, mais sans jamais prétendre qu'il s'agit d'une influence directe,
peut-être inconsciente pour certaines œuvres, je les montrerai tout à l'heure. Ça, c'est une œuvre connue puisqu'elle a permis à Pierre de percer dans le milieu de l'art, parce que cette œuvre a été retenue pour une exposition des peintres français en Allemagne. Et à l'époque, on voit encore chez les Soulages les traits du pinceau. On peut deviner le mouvement. On pourrait même reconstituer la façon dont il a fait cette œuvre, en commençant plutôt par les parties basses, les parties hautes, en allant vers la droite. Il y a du mouvement encore dans cette œuvre. Il va s'attacher ensuite à ce qu'on ne puisse plus voir le mouvement de sa peinture, qu'on ne puisse plus finalement tracer son pinceau, et plutôt avoir des peintures qui ne sont pas figées. Soulage sur un monochrome de Klein, c'est simplement une revue qui a fait ressortir cette œuvre par le rouge, mais finalement cette œuvre fait également ressortir le rouge, et dans beaucoup d'œuvres de Soulage, il n'y a pas que du noir ou du blanc, vous le savez, il y a beaucoup d'autres couleurs qui font chanter ces couleurs grâce au noir, mais aussi qui font chanter le noir. Alors quelques photographies d'époque qui nous montrent un Soulage œuvrant. Une œuvre comme celle-là, qui, petite actualité rétroactive, avait été appelée par certains Américains Notre-Dame de Paris. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent absolument voir du figuratif. Mais on devine aussi, au centre, une couleur plutôt broudonnois ou marron. Voilà un travail à la spatule, où le noir fait apparaître le bleu. D'autres œuvres actuellement... Ce sont ces œuvres des années, fin des années 50, années 60 qui sont vendues les plus chères aujourd'hui. Et puis pour revenir au bleu Yves Klein, Pierre Soulages a aussi pratiqué un bleu qui ne démérite pas par rapport au bleu Yves Klein, alors qu'il peut d'ailleurs s'enrichir ici de teintes noires. Et parfois on trouve du mouvement. Alors c'est vrai que par rapport au monochrome bleu d'Yves Klein, là on dira que Pierre Soulages, à travers cette sérigraphie, est un peintre du mouvement. On voit effectivement ces courbes bleues magnifiques, mais dans l'ensemble de l'œuvre de Soulages, on peut tout de même être assez admiratif de la maîtrise de l'espace dans ses œuvres et surtout du temps lorsqu'il les crée. Voilà d'autres œuvres qui nous permettent d'aller vers la période outre-noire. Et c'est là où on peut reparler de Klein et de ses monochromes, puisque Pierre Soulages n'aime pas que l'on appelle ses œuvres des monochromes noirs. Et d'ailleurs, ça n'en sont pas, puisque si c'était des monochromes noirs, ce serait entièrement noir. Or là, on voit très bien que grâce au relief qu'il a imprimé à la peinture, eh bien, il y a des zones qui sont brillantes, blanches, grises, noires profondes, et c'est ce qu'il recherche, et c'est ce qu'il recherche encore aujourd'hui en créant ce contraste. Alors là, ce n'est pas un outre noir, mais on est toujours dans cette dans ce noir qui emplit l'espace de la toile. On est là aussi dans ces œuvres où la lumière fait finalement chanter le noir et fait apparaître d'autres couleurs que le noir. Donc toutes ces œuvres sont à votre portée, et je montre à nouveau la vague qui est à la fois un monochrome bleu, mais qui, du fait du relief que Klein a créé, eh bien, pourrait finalement retrouver la démarche d'un Soulage, à savoir que cette œuvre vue sous un angle latéral, droit, gauche, vue en face, selon la luminosité, on pourrait découvrir à chaque fois une œuvre différente. Mais telle n'a pas été l'intention de Klein, et il n'a jamais théorisé ce que Pierre Soulages lui théorisera sur ces outres noirs. Ces outres noirs, donc ici, détails, m'ont fait penser à une œuvre de bois que Soulages avait vue avec Colette lors de leur voyage en 58. Et cet assemblage de bois avait fasciné Soulages, puisque c'était du bois d'une couleur assez sombre, mais qui, selon la façon dont on l'assemblait, eh bien, provoquait des luminosités ou des parties grises, noires. Et on a là finalement une comparaison intéressante à faire. Chez Klein, à part peut-être le détail que vous avez vu tout à l'heure, le monochrome est uni. Alors là, ce serait justement un exemple de monochrome complet. Or, l'œuvre de Soulages, ce n'est pas cela.
Alors qu'est-ce que c'est une œuvre? Eh bien, la réalité d'une œuvre pour Soulages, c'est le triple rapport entre celui qui l'a faite, la chose qu'elle est, et celui qui la regarde. Il y a aussi l'idée que finalement, une œuvre de Soulages, c'est entre l'œuvre et notre personne orientale. Alors, Soulages est un homme de cette région qui ensuite est allé à Paris en passant par Montpellier, et puis qui a parcouru le monde, mais avec une curiosité d'abord très intellectuelle, à travers les livres, à travers les discussions. C'était un grand lecteur et c'est toujours un grand lecteur. Et donc il a ressenti cette culture occidentale comme un enfermement, une limitation, et il a voulu aller au-delà. Alors, les Japonais ont accueilli des œuvres de Soulages tous les 2 ans. Je vous en ai montré une tout à l'heure. Là, c'est la deuxième qui est franchi les frontières du Japon. Œuvre détruite en 1957, quand une œuvre ne plaisait pas à Soulages. Même après quelques années, eh bien, il pouvait la détruire. Voilà une autre œuvre qui a reçu un grand prix au Japon. En 1957, l'œuvre date de 1956, et puis avant d'aller au Japon, il y avait ces Japonais de Paris, ces artistes qui pouvaient intéresser Soulages pour leur travail, avec lesquels ils se liaient d'amitié. Il y avait le couple Domoto. Je n'ai pas encore trouvé dans mes recherches, mais elles n'en sont qu'à leur début, de lien direct entre Klein et la famille Domoto, mais il est possible, en tout cas ici on a des œuvres avec un joli bleu, et en 1958, on a une artiste femme, Madame Domoto, qui vit toujours et à qui je poserai prochainement la question sur sa connaissance de l'œuvre de Klein et du personnage lui-même. On a Imai, autre grand artiste japonais ami de Soulages, qui habitait à Paris. Et puis ce livre que j'ai cité tout à l'heure voit sur la couverture une photographie prise par Colette Soulages en 1958. Livre très intéressant sur le Japon, comme je l'ai dit. Lors de leur voyage, les Soulages ont été accueillis par un grand maître de l'ikebana, Teshigahara. Il est possible que Klein ait vu des œuvres de Teshigahara qui utilisaient le bois, le fer, qui était au départ donc un maître du bouquet japonais, mais qui ensuite faisait des créations complètement contemporaines, avec ici, vous le voyez, du bois, mais qui est tout à fait dans l'ère de l'époque informelle. Ici, les Soulages, toujours chez Teshigahara. Et puis, il passe par le musée Bridgestone, j'en ai déjà parlé la fois dernière, mais la mère de Yves Klein, et d'ailleurs le père, Fred Klein, ont eu une exposition au musée Bridgestone. Ils ont eu également une exposition à l'Institut franco-japonais, où enseignait leur fils. Yves Klein, donc, a été en quelque sorte un commissaire d'exposition bénévole au Japon, et on peut penser tout de même que voir les œuvres de ses parents, regardées par le public, critiquées par les historiens d'art, tout ça lui a donné envie, à son tour, d'être un peu dans ce milieu, mais en ayant la vedette, et non plus en étant le fils de peintre, mais le peintre ou l'artiste lui-même. Voilà donc des photographies qui ont été prises par Colette et parfois par Pierre Soulages au Japon. De ce que j'ai vu des photographies d'Yves Klein, sans vouloir les juger négativement, elles sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus touristiques, mais celles-là m'ont intéressé dans le portfolio des Soulages parce qu'il y a ce fameux jardin de pierre de Ryoanji à Kyoto, et c'est ce rectangle qui avait fasciné Soulages avec ces pierres, ces 5 blocs de pierre que l'on ne peut pas voir tous ensemble d'un seul coup d'œil. Et il avait écrit à l'époque, quand j'ai vu Ryoanji et le Kinkakuji, donc le temple d'or, le pavillon d'or à Kyoto, cela m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. Alors là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce rectangle. C'est ce rectangle, un gravier, des petits cailloux gris-blanc, et puis ces masses qui émergent. J'ai fait un rapprochement avec ce rectangle de pigments Yves Klein, avec cette pluie bleue qui tombe sur ce rectangle. Mais Klein a fait du tourisme au Japon et a vu Kyoto et vu ce jardin très connu. Ensuite, il n'écrit pas toujours, bien sûr, ce qu'il ressent, puisqu'il n'est pas dans la réflexion encore artistique, même si il admire au Japon l'esprit artiste de ce peuple, et il s'en inspirera visiblement, comme j'ai essayé de le montrer. Lors de sa conférence, d'une de ses conférences à la Sorbonne, on le voit ici calligraphe, en train de représenter l'idéogramme d'arbre, plutôt bien d'ailleurs.
Et Soulages, lorsqu'il était venu au Japon, avait aussi offert des estampes qui ne sont pas des idéogrammes, mais certains collectionneurs avaient été sensibles à ce trait qui pouvait leur rappeler des idéogrammes. Alors, il a été reçu par un grand spécialiste de la calligraphie d'avant-garde avec son ami Zaoki. Il a fait la une de plusieurs journaux de calligraphie. Et puis, il a ensuite reçu régulièrement des revues de calligraphie. Est-ce que ça a pu, je ne dirais pas altérer, ça serait négatif, influencer sa technique, son regard, son ressenti, peut-être. Toujours est-il que j'avais, lors d'une conférence donnée à Tokyo, j'avais demandé à l'artiste calligraphe Yukako Matsui, que vous verrez tout à l'heure en action, quelle était sa lecture de la peinture de Soulages d'un point de vue calligraphique. Et elle avait vu dans ce tableau ceci, à savoir le kanji, kanji veut dire idéogramme en japonais, de fleurs. Alors bien sûr, c'est une interprétation, mais c'est intéressant d'avoir ce regard. Et puis, elle avait elle-même comparé avec ce qu'elle avait réalisé, sans jamais avoir vu cette œuvre-là de Soulages en particulier, qui était une œuvre sur papier plissé, reproduisant cet idéogramme de fleurs, mais idéogramme déformé même pour des Japonais, et qui devenait de l'art abstrait. Un autre idéogramme, en fait, non, une œuvre de Soulages, mais qui peut faire penser à un idéogramme, c'est cette lithographie. Alors Soulages ne donne jamais de titre autre que la date et le support. Lorsque j'ai moi-même vu cette œuvre, j'ai pensé tout de suite à l'idéogramme de Noir. Peut-être a-t-il vu, avant 1957 tout de même, cet idéogramme, parce qu'il avait dans son entourage des Japonais, et puis il pouvait être curieux de voir à quoi ressemblait l'idéogramme de cette couleur qu'il utilisait tant. Mais il n'en a pas souvenir spécialement. Il était lui-même très surpris lorsque je lui ai montré cet idéogramme, comme je le fais maintenant devant vous, parce qu'il trouvait effectivement un cousinage vraiment très important. Mais il était surpris. Et je répète que soit l'inconscient a travaillé, soit il a pu avoir des tentations, mais on ne retrouve pas cela dans ses archives, de tracer des traits calligraphiques, ou alors c'est le hasard total. Quand on compare avec un ancien kanji de Noir, on a une proximité qui est encore plus grande. Des déformations de cet idéogramme par d'autres calligraphes qui peuvent aussi, vous le voyez, l'interpréter de différentes façons. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que, bon, je le trouve très japonais avec son... Et surtout, avec en face cet idéogramme, celui de l'œil, il a été effectivement surpris que cela puisse être aussi proche de ce qu'il avait créé. Voilà notre exemple de l'œil, en bas. Alors bien évidemment, pour un calligraphe, Soulages ne respecte pas les codes, puisqu'il fait des traits qui sont trop longs sur le dessus, alors qu'ils devraient être plus bas dans la partie basse. Mais même sa façon de faire le trait en bas, qui peut faire penser au 1 japonais, puis le 2 c'est 2 traits, le 3 c'est 3 traits, après ça change. Là aussi, ce n'est pas son intention de faire un 1, mais c'est en tout cas assez classique dans la calligraphie japonaise de retrouver ce trait pour signifier un 1. D'autres artistes ont pu reprendre un peu la même conception, sans connaître l'œuvre de Soulages. Et puis là, on a à gauche, en japonais, ce qui se lit Ichimoku, un coup d'œil, et en retournant l'œuvre de Soulages, on a finalement quelque chose qui ressemble beaucoup au coup d'œil. D'ailleurs, le coup d'œil, vous le donnerez tout à l'heure pour ceux qui souhaitent rester à la performance qui se déroulera devant le musée. Vous pourrez donc le jeter sur cet œil, sur 3 créations originales qui seront données par l'artiste calligraphe Matsui. Du Japon, les Soulages sont revenus avec une admiration pour l'architecture japonaise. Et c'est tombé au moment où ils achetaient un très beau terrain à Sète, avec une vue magnifique sur la Méditerranée, et où ils ont construit une maison qui rappelle à la fois les concepts de l'américain Lloyd Wright, mais cet américain s'est aussi beaucoup inspiré de l'architecture japonaise. Et ce que je trouve très beau dans cette maison, qui d'ailleurs sera un jour classée au patrimoine, parce que c'est vraiment une création, j'allais dire d'architecte, mais Soulages et Colette ne sont pas architectes, quoique ils sont artistes, car Colette a aussi fait des études aux Beaux-Arts de Montpellier, et on a une maison réfléchie qui leur ressemble bien, et une maison qui, avec ce pain, bien évidemment, fait penser à une scène de théâtre No. Ensuite, on peut être dans l'interprétation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments japonisants dans cette maison.
Ce qui était japonisant, c'était, j'en ai parlé tout à l'heure, ce monogold de Klein. Soulages n'a pas dédaigné non plus l'or, ou tout au moins ce qui peut ressembler à de l'or, avec ici un bronze doré, qui se voit du reste avec d'autres bronzes dans l'exposition permanente. Et puis il a fait ce fameux vase, Soulages, qu'on appelle aussi Trophée Chirac, puisque c'était à la demande du président Chirac qui voulait que la France puisse remettre chaque fois qu'il y avait un tournoi de sumo, de combat de sumo, on sait que le président Chirac en était fan, il voulait qu'on puisse remettre un trophée français au vainqueur du tournoi. Il a donc pensé à Pierre Soulages, connaissant les liens forts et anciens de Soulages au Japon, et puis aimant lui-même la couleur et le noir. Et l'une fait chanter l'autre, et là c'est surtout l'or qui fait chanter le noir, mais c'est une œuvre très belle. Et d'ailleurs, je crois que les amis du musée Soulages ont l'intention de valoriser cette œuvre avec un support digne de ce nom pour permettre au public de découvrir une œuvre qui aujourd'hui n'est visible qu'au musée de Sèvres et au palais de l'Élysée, et également à Tokyo, à l'ambassade de France, puisque depuis la fin du mandat du président Chirac, les Japonais ont provisoirement déposé l'œuvre de Soulages à l'ambassade de France, de peur, en cas de tremblement de terre trop important, qu'elle ne puisse se briser, et elle est en protection, mais aussi exposée à l'ambassade de France. Voilà Pierre Soulages qui nous regarde en 1994 depuis sa terrasse avec ce pain en diagonale. C'est une photographie que je trouve vraiment très très belle de la part d'un grand photographe, Gérard Rondeau. Et vous le savez, Pierre Soulages, lorsqu'il entre dans son atelier, pose une pierre qui signifie qu'il ne veut pas être dérangé. Et bien cette pierre, cette idée de la pierre qui marque une limite, eh bien, elle vient directement du Japon, puisque cette pierre s'appelle Tomeishi, la pierre qui arrête. Et là, on sait qu'il ne faut pas aller au-delà, puisque au-delà, il y a soit au Japon un maître de thé en train d'officier, soit il y a à Sète un peintre qui peint toujours, crée toujours, et à cette heure-là, sans doute, est-il encore dans son atelier avec cette pierre devant. En tout cas, c'est ce que nous pouvons espérer. Et je crois qu'à travers cette présentation, qui n'en est qu'à ses débuts, puisqu'il y a encore beaucoup à dire et à trouver sur la relation, sinon de Klein à Soulages, tout au moins de Klein au Japon, mais aussi de Soulages au Japon, eh bien, je voulais poser cette pierre pour vous dire que j'avais terminé et que dorénavant... Merci.